Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 55 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, 3e épisode de notre saga La Centaine, le top 100 des joueurs NBA des années 2010. Bon, je pense que maintenant vous connaissez un peu les modalités de ce top 100. On classe les joueurs petit à petit, 5 par 5. À chaque fois, on prend 5 nouveaux noms et on les insère dans notre classement déjà établi jusqu'ici. Et évidemment, c'est un top 100 qui se base sur le critère de la valeur sportive cumulée et non pas sur qui a eu le meilleur pic en carrière et non pas sur qui a eu le meilleur palmarès ou la meilleure longévité. Non, on essaie un peu de pondérer la valeur cumulée sur les 10 saisons de chaque joueur NBA. Et donc, sans plus attendre, la QV du jour, Kyrie Irving, Tyson Chandler, JJ Redick, Gordon Hayward et Serge Ibaka. Et donc, pour faire ça, vous le connaissez bien sûr sur le podcast, on reçoit Alan Guillou de Envergure et de Dunk Hebdo, mais aussi et surtout désormais Alan Guillou, l'assistant coach de la fac de Santa Clara. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, 3e numéro de notre saga, La Centaine. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre 3e épisode de notre série sur le top 100 des joueurs NBA de la décennie des années 2010. Et donc, effectivement, c'est un top 100 sur des joueurs NBA, mais on reçoit quand même un coach NCAA pour ça, pour l'occasion. On reçoit Alan. Comment ça va, Alan ? Salut Guillaume, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un vrai plaisir, j'adore ce genre d'exercice. Avec plaisir, hein. On profite de toi avant que tu t'en ailles coacher la NCAA, battre Calipari en finale. Quoique je suis pas sûr qu'il arrive en finale, Calipari. Mais... Bon, bref. Merci, c'est gentil. Alan, qui donc va être assistant coach du côté de Santa Clara, si vous avez loupé un peu l'info. Assistant coach et surtout pour profil vidéo et pour un peu faire du scouting aussi en Europe, hein, notamment. C'est ça, exactement. Plusieurs missions au début. Et donc aussi occasionnellement encore sur Envergure et sur Dunk Hebdo, évidemment. Donc voilà, rentrons directement dans le vif du sujet, hein. On va pas perdre de temps. Donc on a fait je peux rappeler le classement qu'on a déjà établi à la fin de notre épisode 2. Donc on a un top 10, on a Kevin Durant en numéro 1, 2e Kyle Lowry, 3e Tony Parker, 4e Nikola Jokic, 5e Joel Embiid, hein, toujours très proche de Nikola Jokic évidemment. Et puis deuxième partie, Kevin Garnett en 6, Jrue Holiday 7, Kevin Love 8, Harrison Barnes 9 et Alfaro Camino en 10. Déjà, avant qu'on aborde les joueurs d'aujourd'hui, est-ce que tu avais des remarques ou des trucs à dire sur certains joueurs qui ont déjà été classés, que toi t'aimes bien, ou alors des désirs de reclassement sur certains ? Franchement, non. Comme je te disais avant, on est toujours biaisé par ce qui se passe, par l'image qu'on a du joueur en ce moment, je pense, plus que par l'image qu'on a de lui sur la décennie. En plus, on est 2 ans après la fin de la décennie. Ouais. Avec les bornes que t'as mises en place. Donc, c'est vrai que voir Embiid et Jokic derrière Kyle Lowry, Tony Parker, on peut se dire, mais en fait, non, si on regarde l'ensemble de la décennie, c'est plutôt logique. C'est plutôt logique. Donc, même Jrue Holiday qui est un peu bas, par exemple, c'est vrai que ces 2 dernières années le font peut-être monter plus. Mais, non, franchement, je trouvais ça assez logique. Ok. Je sais que dans le Discord qu'on a fait pour ce top 100, le nom de Kevin Love est pas mal réapparu comme un peu bas. Et je dois dire que, ok, on va peut-être en rediscuter. Alors peut-être pas aujourd'hui, j'attendrai de voir. Toi, ça te choquait pas trop a priori qu'il soit un peu bas parce que par rapport à ces années, notamment Cleveland, mais même Minnesota, peut-être un peu pas surestimé, mais pas non plus go-to guy d'élite, quoi. Franchement, ça me choquait pas, mais on en discutait. Je pense qu'il bénéficie beaucoup de la période
sa fin de période à Minnesota, Ouais. où c'est une machine à stats. Ils font une ou deux saisons pas affreuses, je pense, collectivement. Il est membre de Team USA 2012, donc peut-être que dans la tête des gens, c'est un des, 12 meilleurs joueurs de NBA peut-être à cette époque-là. Donc, mais ça me choque pas parce qu'ensuite, quand c'était dans une équipe ultra compétitive, on a vu que ça pouvait pas être une des deux premières options. Donc, Ouais. Ok, donc on en reparlera, je pense, plus tard. On verra au fur et à mesure ce que mes intervenants réguliers pourront dire de lui et éventuellement on le reclassera, peut-être même en fin d'épisode, on verra. Et donc, la cuvée du jour, elle est très simple, elle consiste en... Alors du coup, j'ai perdu les noms, évidemment. Donc on a Kyrie Irving, d'abord, Serge Ibaka, Tyson Chandler, J.J. Redick et Gordon Hayward. Déjà, première chose, comment est-ce que toi, tu les as classés les 5 entre eux? donc j'ai Kyrie Irving en numéro 1. Ouais. Je te remercie de m'avoir fait vraiment revoir Kyrie Irving, moi, le fan des Celtics, qui termine cette décennie pas très très bien sur le plan collectif. J'ai Gordon Hayward derrière. Ouais. Et ensuite, j'ai Serge Ibaka, Tyson Chandler et J.J. Redick. Mais vraiment, entre Tyson Chandler et J.J. Redick, c'est hyper serré. Je pense même que ils sont totalement interchangeables pour moi. Ouais, je suis assez d'accord. J'avais aussi 2 duels. J'avais Irving en 1, effectivement. L'autre duel, Ibaka-Hayward, Ouais. je penchais vers trancher sur Ibaka en 2. Mais effectivement, c'est à discuter, on va le faire. Et Tyson Chandler Redick, effectivement, j'ai aussi mis Tyson Chandler devant, donc en 4, et Redick en 5, mais j'ai longtemps hésité. Donc on verra bien. Ok, sans plus tarder, on peut commencer. Tiens, commençons par quelqu'un, toi, le fan de Boston, mais malheureusement, qui n'a pas donné tout ce qu'il a pu du côté de Boston. On peut commencer par Gordon Hayward, si tu veux bien. Ok. Hayward, dans 10 saisons sur la décennie, malheureusement, seulement 9 vraies saisons. On est sur du 15 points de moyenne et 31 minutes par match, mine de rien, sur la décennie entière, 31 minutes par match en moyenne. Et même en termes de minutage complet, on est quasiment à 20 000 minutes, ce qui est assez énorme, on est à 19 700. C'est le 32e meilleur total de la décennie. Et même en termes de matchs joués, 641, c'est dans le top 50 également. Récompense individuelle All-Star en 2017. Et malheureusement, il n'y a que ça. Alors, ce que j'aime bien citer aussi, c'est les comparaisons au moment de leur draft, et notamment de NBADraft.net, un peu pour les taquiner. Alors pour eux, Gordon Hayward, à l'époque, c'était un mix entre Luke Jackson et Mike Dunleavy Jr. Est-ce que ça te parle déjà ces noms ou pas? Mike Dunleavy, oui. C'était Duke, ensuite c'était quoi? Pacers, Warriors, et tout Chicago, ça. ouais. Ça doit être parce que c'est un shooter ailier blanc, peut-être Ouais. sûrement. Et pareil pour Luke Jackson. Luke Jackson, non, ça me dit pas. Moi non plus. Chose. Mais apparemment, c'était un top pick assez élevé, mais effectivement, il y a beaucoup de comparaisons shooter et blanc, j'ai l'impression. Ouais. Ah, mais si, Luke Jackson, il jouait aux Cavs, je crois. Il me semble aussi, ouais. Il me semble aussi. J'ai sa tête dans un NBA Live petit, peut-être. Au niveau des surnoms aussi, que j'aime bien citer, mais là, pour le coup, il y a 0 surnom sur Basketball Référence. Absolument aucun surnom. Donc c'est un des seuls joueurs qui n'a pas de surnom loufoque du côté de Basketball Référence. Mais bref, passons. Rapidement, son parcours, et tu m'interromps quand tu veux intervenir. C'est un peu sa décennie à lui, parce qu'il arrive en draft 2010. Ouais. C'est le 9e pick, donc il est pile dans la décennie. Il a 20 ans à l'époque. Première année un peu en rookie, un peu role-player et pas non plus un temps de jeu de fou. Il est à peine à 17 minutes par match. Et notamment devant lui dans la rotation, il y a des Kirilenko du côté de Utah, des C.J. Miles, même des Rajabel un peu sur le poste 2. 2012, deuxième saison, il y a un vrai step-up puisqu'il a plus de 30 minutes par match déjà. Et puis sorti au premier tour contre les Spurs. 2013, toujours autour de 30 minutes par match et encore un mini step-up en plus au niveau offensif. Mais le vrai step-up, où on le voit un peu plus dans un rôle majeur, c'est 2014. Là, clairement, l'équipe est plus aussi bonne collectivement, mais lui assume beaucoup plus de responsabilités en termes de créateur, notamment. Ça fait pas les playoffs, cela dit. Il y a le fameux épisode de la Free Agency où Utah s'aligne sur une offre de Charlotte, une grosse offre, et donc le garde. 2015, on est sur du 35 minutes par match et quasiment 20 points et 4 assists, mais pas de playoffs, malheureusement. C'est un peu le problème de Gordon Hayward. 2016, pas de playoffs non plus, mais encore dans ce même rôle un peu majeur. 2017, enfin les playoffs, avec notamment l'arrivée de George Hill et
l'émergence de Rudy Gobert en défense. Ouais. Ça fait les playoffs, ça passe le premier tour contre les Clippers qui étaient un peu blessés et ça tombe contre les grands Warriors de Kevin Durant notamment. Et puis l'épisode Free Agency où ça va à Boston, mais évidemment blessure dès le premier match, dès le premier quart-temps même de la saison 2018 contre les Cavs, hein, cette jambe ou cette cheville cassée, je sais plus, je crois que peut-être même les deux. Et puis fin de décennie, il revient pour le 2019, à peine en 25 minutes par match et pas du tout titulaire. Et quand même 2020, c'est vrai qu'on avait un peu oublié, mais il avait un rôle à plus de 33 minutes par match, pour vous dire un peu, pour situer du côté de ces Celtics-là. Mais encore une fois, donc Celtics de la bulle qui font finale de conférence, mais pas du tout dans un rôle majeur. Il y a des tatous. En plus. C'est vrai. Mais donc même là, il revient, mais il y a des tatous, même Jalen Brown, même Kemba Walker qui sont devant lui un peu en rôle de création. Donc voilà. Donc du coup, on peut enchaîner sur le côté un peu profil et performance. C'est vrai que malheureusement, moi j'ai un peu l'impression qu'il a mis du temps à exploser pleinement du côté de Utah et que la blessure lui prive un peu de son prime sur cette décennie, quoi. Ah, clairement. Pour moi, il bénéficie aussi l'équipe n'est pas très bonne et en plus on peut se dire quand elle est haute dans la draft, elle se rate, hein. Utah, Oui. dans le début de la décennie, ça draft, je crois ils sont 2 fois dans le top 5 et ils prennent Kanter et Exum. Ouais, il y a même Trey Burke qui est dans le top 10 aussi, il me semble. Trey Burke, il y a Trey Lyles aussi, ouais. en fin de loterie. Quand tes 4 picks loterie de ta période Hayward un peu moins bonne, c'est Exum, Kanter, Trey Lyles et Trey Burke. C'est assez compliqué et c'est quand même gage de la qualité du jeu de Gordon Hayward et d'autres picks aussi, d'avoir été compétitif sur la fin de période, quoi. Sur la période 2014, 2015, 2016 et 2017 où il est All-Star, parce que le corps de joueur devait pas être celui qui était prévu de base, je pense, par Utah. Et c'est aussi parce qu'il a vraiment moi c'est un joueur que j'ai toujours trouvé très clean, peut passer, dribbler, shooter à bon niveau aux ailes et je pense qu'il avait quand même un plancher assez élevé, ce qui lui permettait d'être sur la décennie, on l'a vu même dans plusieurs contextes, toujours extrêmement utile en fait. Ouais, j'ai un peu l'impression que il a été mis dans un rôle de go-to guy, peut-être par défaut, si on peut dire, du côté de Utah, parce que comme tu dis, l'équipe était un peu vide. Et c'était pas forcément un mauvais go-to guy, mais c'était pas non plus quelqu'un de transcendant dans ce rôle-là. Par rapport aux standards des joueurs d'élite, c'était clairement un go-to guy moyen, on peut le dire. Mais comme tu dis, il y avait ce côté dans le profil, en fait, il pouvait s'insérer à côté de n'importe qui, mais malheureusement, on est un peu obligé de juger ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est dommage qu'il ait jamais été à côté de quelqu'un, mais bon, voilà, on est obligé de prendre ce qui a été du coup. Mais c'est quelqu'un, alors je sais pas toi comment est-ce que tu l'évaluerais, mais à son pic, je sais pas moi, on est quand même sur du top, on n'est pas sur top 10, top 15, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, mais on est sur quelqu'un qui, comme tu dis, peut à peu près tout faire, c'est juste qu'il le fait pas à un niveau d'ultra élite, quoi, finalement. C'est ça. Mais on est sur quelqu'un qui le fait aux ailes, donc c'est quand même c'est plus rare que sur les postes extérieurs, peut-être, on va dire. Il le fait avec comme je dis, peut passer, dribbler, shooter. Son prime, c'est quoi? C'est entre les 2014 et 2017, peut-être? C'est ça, ouais. Où il doit être en 25-5, peut-être, quasiment. Ouais. Franchement, c'est très positif, hein, dans une équipe qui fait les playoffs, comme tu l'as dit, où il est le meilleur. J'ai même, après, c'était voilé, peut-être que j'aurais du mal sur un éventuel quiz, mais j'ai du mal à voir, à cette période-là, bien sûr, il y a l'émergence de Rudy Gobert, mais quels sont ses autres lieutenants offensifs? Parce que Paul Millsap n'est plus là. Et c'est gage de son jeu offensif et de son plancher, en fait, très très haut. Tu savais soir après soir ce qu'allait apporté Gordon Hayward. Ouais, effectivement. Non, mais c'est presque limite sur le profil théorique, si on peut dire, un créateur secondaire d'une équipe d'élite, quoi. Mais malheureusement, qui a fait 3 ans de go-to guy un peu par défaut, 14, 15 et 16, 2014, 2015, 2016. Et il y a cette fameuse année où il est All-Star et où Utah est très bon, etc. Il est un peu, on va dire, l'option 1B avec George Hill. Et dans une équipe qui a en plus un socle défensif assez bon pour que ça puisse passer comme ça. Mais c'est vrai que moi, j'adore son pic en carrière. Donc, on va dire, allez, cette année 2017, je trouve qu'il aurait pu s'insérer n'importe où.
Mais malheureusement, déjà, on n'est pas là pour juger le profil théorique. Et malheureusement, il y a aussi un problème de longévité, quoi. Finalement, dans le sens où, voilà, il part à Boston un peu dans les années où, du coup, il est censé exploser. Hein. Il a mis du temps, mais voilà, 2017, on est sur un vrai deuxième, troisième option d'une équipe d'élite. Ça, c'est clair. Mais derrière, il y a la blessure. Ça met du temps. Ça met plus de 2 ans à revenir. Et même la troisième en 2020, c'est encore possible. Donc, je pense qu'il va être plus bas que ce que j'aurais pensé de base, une fois que j'y réfléchis, dans le sens où il n'y a pas la longévité. Et même, alors, je sais pas si tu peux un peu nous parler aussi des années à Boston. Il a, comment dire, la blessure lui a un peu coupé l'herbe sous le pied. Et c'est vrai que 2019, il revient en sortie de banc, c'est sympathique. Et 2020, c'est pas mal aussi, mais rien de transcendant pour des standards exigeants d'un top 100, quoi, finalement. C'est ça. La deuxième année, elle est complexe. C'est une année de toute façon très complexe pour les Celtics de mémoire. Lui et Brown sortent du banc parce que euh, ça marche mieux avec Smart et même Morris parfois dans le 5. Ouais. Et c'est une année où il y a faut jamais vraiment un 5 qui a été mis en place et qui, vous savez, c'est l'année où Boston sort contre Milwaukee. L'année d'après, par contre, il est vraiment bon de mémoire. Ouais. Il a 50% au tir, 38% à 3 points. Il joue 33 minutes par match. Il est vraiment le connecteur entre Tatum, Brown et Kemba Walker. Le problème, c'est qu'il se blesse dans la bulle au premier tour contre Philadelphie. Il rate la série contre les Raptors de mémoire. Il revient contre Miami, mais il est pas à 100%. Il revient timidement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est encore la cheville de mémoire. Et encore une fois, une déception, un what if, c'est pas le but de l'exercice, mais avec Hayward, je pense que c'est peut-être un des joueurs qui a le plus peut-être souffert de ça sur la décennie. Mais c'est vrai qu'en plus, tu fais bien de parler de ça. J'avais noté aussi le problème. Donc pour moi, il y a de la longévité au haut niveau, hein, parce que la longévité, il a plus de 20 000 minutes, etc. Mais c'est juste qu'il a mis du temps à Utah avant d'être très valuable, on va dire, pour se développer finalement. Mais surtout, il n'y a pas non plus d'impact en playoff, quoi. Finalement, dans le sens où il y a très peu de campagnes et donc voilà, en termes de juste en quantité, quoi, il y a peu, quoi, il y a peu à se mettre sous la dent parce qu'il y a des playoffs une fois quand il est très jeune du côté de Utah, mais c'est pas son équipe, hein, c'est l'équipe de Al Jefferson. Lui, un peu role player, on va dire, mais en tout cas 5e roue du carrosse dans le 5 de départ. Il y a une post-saison du côté de Utah 2017 où finalement ils passent des Clippers blessés et ils sont balayés par Golden State. Et puis donc après il y a la fin de décennie du côté de Boston, mais là encore pas du tout un rôle majeur. Donc problème de longévité pour moi, problème d'impact aussi en playoff comparé à d'autres où c'est très léger, quoi, finalement. Donc je sais pas si on peut enchaîner avec ton classement, ou est-ce que tu le situerais dans le top 10 actuel, à quel niveau? Je pense que je le mettrais entre Jrue Holiday et Kevin Love. Ouais. Ah, tu le mets quand même au-dessus de Kevin Love? Je pense. Ok. Ça va peut-être faire parler, hein, et je peux comprendre vraiment. Mais pour moi, Gordon Hayward, c'est un meilleur joueur que Kevin Love. Si on me dit, et il a même fait, je trouve, est-ce qu'il a fait une meilleure décennie? Ah, non. Tu me mets le doute maintenant, mais Mais moi, j'avais juste en dessous, justement. Ouais. Il doit et pour être te dire, là, ouais. Comme je disais tout à l'heure, j'adore le pic en carrière de Hayward et j'adore son profil beaucoup plus que Kevin Love, qui effectivement, je trouve, parfois un peu surestimé, entre guillemets, du côté de l'image collective, peut-être, on peut dire. Mais en termes d'impact accumulé, de valeur accumulée, j'ai quand même l'impression moi, je mets quand même Love devant. Okay. Et donc, je l'avais mis à peu près à cet endroit du côté Hayward, du coup. Juste derrière, du coup, Jrue Holiday, Kevin Love. Donc, Kevin Love qui est 8e, donc je le mettrai 9e, a priori, pour l'instant. Donc, du coup, ça te va si on fait ça, on le met juste derrière Kevin Love Ouais, parfait. Ok. Alors, on peut finir effectivement par un quiz. T'as commencé un peu à l'évoquer. Peut-être tu redoutais tes performances. Alors, j'ai pas pris. Alors, ça va être un kické sur le terrain. Donc, il faut citer les joueurs qui sont sur le terrain pour l'action en question. J'ai pas voulu faire le kické sur le terrain au moment de sa blessure, parce que en plus je voulais pas aller revoir la vidéo YouTube. J'ai fait un kické sur le terrain sur. Il fait un poster dunk sur Antetokounmpo. On est le 25 février 2017 et il est assez marrant. Tu vas voir. Tu vas voir. Est-ce que tu es capable de me citer? Donc, c'est un Utah-Milwaukee des joueurs 2017, des joueurs qui sont sur le terrain au moment où Gordon Hayward postérise Giannis Antetokounmpo. Bon, on va essayer. Rudy Gobert. Ouais.
Gobert et Hayward, du coup. Ouais, il doit y avoir Rudy Gobert, Hayward, Derek Favors. Derek Favors, évidemment. George Hill. George Hill, effectivement. Et donc, il manque un cinquième joueur à Utah. Ouais, alors c'est quelqu'un qui a été le pote de Jabari Parker du côté de Duke. Oui, je sais, Rodney Hood. Exactement, c'est Rodney Hood. Et du côté de Milwaukee, alors c'est là que ça va être marrant. Alors Milwaukee. Alors, il y a Giannis. Ouais. Jason Terry. Pas sur le terrain, non. Ok. Mais on est sur des noms what the fuck comme ça aussi. Ouais. Hein. Donc c'est l'année 2017, c'est l'année où, 17, où ouais. Milwaukee va en playoff, je crois. Ouais, je crois qu'ils font premier tour, ils perdent contre Toronto. Ok. Alors, je vais te dire, il y a un ancien deuxième pick de draft, très scoreur, mais c'est tout. Ah, Michael Beasley. Michael Beasley est là. C'est incroyable. Ouais. C'est un de ses brefs passages dans diverses équipes. On a quelqu'un qui est, comment dire, qui a été drafté, on l'annonçait comme à sa sortie de lycée, voire même ses jeunes années, comme le futur, un mix entre Kevin Durant et Kevin Garnett. Je sais pas si tu te souviens, toi, à l'époque. Thon Maker. Thon Maker, effectivement, est sur le terrain. Ouais. Ah, oui, il doit y avoir Thon Maker. Il y a peut-être John Henson. Pas sur le terrain. Après, on a un héros des finales 2015. Un héros. Ah, l'Australien, là. Exactement. Della Vedova. Della Vedova est sur le terrain. Ah, mais je me souviens de cette équipe des Bucks. Il n'y a pas le Bosnien. Pas sur le terrain, mais par contre, on a un ailier qui a commencé à Chicago, qui là est à Milwaukee et qui est connu pour être très efficace, mais sur très peu de tirs. Tony Snell. Tony Snell, effectivement. Donc voilà. C'est moche. Hein. On est 4 ans avant le titre. Ouais. Et l'équipe sur le terrain, c'est Giannis Antetokounmpo, Thon Maker, Michael Beasley, Tony Snell et Della Vedova. C'est pas non plus un énorme Milwaukee. Bref. Donc on peut enchaîner avec notre deuxième joueur du jour. On peut aller sur Tyson Chandler, hein, par exemple, si tu veux bien. Tyson Chandler, donc 10 saisons sur la décennie. On va essayer de voir combien sont vraiment valuables, parce que sur la fin, c'est vrai que c'était plus trop ça. 8 points de moyenne sur la décennie, 27 minutes par match de moyenne, ce qui est quand même pas mal, hein, c'est pas rien. En termes de minutage cumulé, on est sur du 15 000 minutes, c'est dans le top 100, c'est 97e, et 572 matchs, c'est pas mal également. Récompense individuelle, on a le titre NBA en 2011, évidemment, dès le début de notre décennie. Le Defensive Player of the Year en 2012. 3 fois All-NBA. Une fois All-NBA, mais en troisième team, c'est en 2012. Et puis, on a aussi des sélections en All-Defense. On a une fois en première équipe All-Defense en 2013. Et on a 2 fois en deuxième équipe All-Defense. Et du coup, alors, au niveau des comparaisons NBADraft.net, eux, ils avaient dit Rashid Wallace. Rien que ça. Ah ouais. Moi, je vois pas trop, hein, parce que Rashid Wallace était un peu plus compétent en attaque, mais bon. C'est la magie NBADraft.net. Vous n'avez pas dû voir les matchs de high school de Tyson Chandler, peut-être. Effectivement. Est-ce que toi, tu les as vus ou t'étais peut-être pas né ? Pas de surnom non plus. Alors c'est incroyable. On a deux joueurs d'affilée qui n'ont pas de surnom sur Basketball Référence. Bref. Donc lui, on est sur quelqu'un qui, pour parler un peu de son parcours, 28 ans, qui était, faut se souvenir, le deuxième pick de la draft 2001. Ouais. Donc c'était 10 ans avant notre décennie, mais c'était quand même quelqu'un attendu très haut et qui fait pas non plus une décennie des années 2000, peut-être pas à la hauteur de ce pic-là, de son talent, de ce qu'on pouvait attendre. Pour dire même la saison juste avant notre décennie, il est backup pivot du côté de Charlotte, du côté des Hornets. C'est quand même pas top, hein. Et donc, il est début de notre décennie, il est échangé du côté de Dallas en juillet 2010. Et puis, c'est un peu l'explosion cette année-là, puisqu'il vient faire le pivot défensif à côté du poste 4 offensif qui est Dirk Nowitzki, évidemment. Ça va jusqu'au titre, on connaît l'histoire. L'été 2011, il est échangé, enfin, c'est un sign and trade, il est échangé du côté des Knicks, du coup. Et puis, donc là, il fait Defensive Player of the Year en 2012. Ça tombe malheureusement au premier tour contre Miami. C'est pas encore une très bonne équipe de New York, mais qui est quand même meilleure. Ils font les playoffs alors que c'était pas forcément le cas avant. Et puis donc 2013, là c'est la fameuse équipe des Knicks qui gagne. Ils battent au premier tour, ils battent Boston au deuxième tour. Ouais.
il tombe contre Indiana, une belle équipe d'Indiana qui était en pleine ascension. Et puis 2014, il est encore à 30 minutes par match, mais les Knicks sont nuls, malheureusement, après le départ de Jason Kidd, notamment. Ensuite, il est rééchangé à Dallas pour la saison 2015. Et là, encore une fois, du côté de Dallas, un bon Dallas qui va faire les playoffs. Il est encore une fois à plus de 30 minutes par match. Donc, on a toute une première moitié de décennie, un rôle de titulaire valuable, pour le coup. Et Dallas, c'est l'année avec Rajon Rondo, notamment. Et ils perdent premier tour contre Houston. Et puis ensuite, à la Free Agency 2015, c'est un peu le tournant malheureux de sa carrière et de sa décennie, puisque il faut se souvenir qu'il signe du côté de Phoenix à l'été 2015, et il signe un peu en anticipation et pour faire venir, ou en tout cas en espérant que la Marcus Aldridge vienne aussi. Et finalement, la Marcus Aldridge ne signe pas à Phoenix comme on pouvait s'y attendre et va du côté de San Antonio. Et donc finalement, lui, Tyson Chandler va du côté de Phoenix, mais l'équipe n'est pas bonne, sans go-to-guy offensif ni rien. Et voilà, après 2016, 17, 18, c'est un peu le marasme d'un Phoenix très 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 mauvais. Donc c'est un peu la fin pour Tyson Chandler en termes de joueur valuable. On a son déclin physique en plus qui opère à ce moment-là. Et puis mi-2019, il est échangé du côté des Lakers, mais c'est la seule année où les Lakers de LeBron James ne font pas les playoffs. Donc un peu décevant. Et puis il finit par 26 petits matchs du côté de Houston. Je crois qu'il le signe juste après l'échange de Capella, ou en tout cas à peu près dans ces eaux-là. Mais en gros, tu sais, l'ère du micro-ball, et ils se sont dit, il faut quand même qu'on ait un mec qui a un peu de viande, dans la peinture. Et donc voilà un peu pour sa décennie. Je pense que tu seras un peu d'accord avec moi. C'est surtout la première moitié de la décennie qui est valuable. Et je sais pas toi à quel point tu estimes qu'elle était valuable dans ce rôle-là. Clairement, c'est la période Dallas, New York. Et en même temps, c'est assez normal, parce que comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est arrivé dans la ligue en 2001. Donc, sa 15e année NBA, à partir de sa 15e année, c'est un peu plus compliqué. Ouais. En fait, c'est assez normal. Si on regarde historiquement les carrières, c'est normal que des joueurs, entre leur 15e et leur 20e année, il y a une descente un petit peu des performances. C'est logique. Surtout pour quelqu'un comme lui qui s'appuyait beaucoup sur le physique, quoi, finalement. Exactement, ouais. Et comme tu dis, effectivement, au début de notre décennie, il a déjà 28 ans, mine de rien. Donc, il arrive dans la ligue très jeune, mais il est déjà 10 ans dans la ligue, en fait. C'est ça, ouais. C'est assez normal. Mais c'est vrai que c'était assez marrant quand tu m'as dit Tyson Chandler. Déjà, le passage à Phoenix, je l'ai quasiment oublié, honnêtement. Ouais. J'ai peu de souvenirs. Ça doit être c'est la période où il devait avoir Eric Bledsoe, Devin Booker. Exactement, ouais. Toute cette période-là, une période vraiment, TJ Warren aussi, pas très belle collectivement à regarder. Parce que milieu de décennie, c'est, tu sais, quand avec Dragic, Bledsoe, tout ça, on pense qu'ils... Thomas, tout ça, ouais. Ouais, on pense qu'ils vont être bons, et puis en fait, les années où Tyson Chandler est là, c'est le marasme total, et d'ailleurs, c'est les années où ils ont que des top picks, parce que c'est ça. 2016, c'est Bender et Marquis Chris, 2017, c'est Joe Jackson, etc. quoi. Ouais, totalement. 2018, c'est Ayton. Donc, ouais. Clairement. Après, je pense que l'impact qu'il a sur le titre de Dallas et sur les bonnes saisons des Knicks, qui reste quand même, c'est quand même la saison des Knicks où les Knicks passent le tour de playoff. C'est la meilleure saison des Knicks du 21e siècle quasiment. Oui. Oui. Alors ça montre aussi qu'il y a eu des soucis côté des Knicks, mais c'est une vraie bonne saison pour eux, et il était dans ce rôle. Est-ce qu'il était peut-être pas un peu avant-gardiste dans le rôle de rim runner, protecteur de panier? Tout à fait, ouais. C'est ce que j'avais noté, c'est que pour moi, c'est vraiment la première figure de ce pivot rim protecteur et rim runner. C'est vraiment ce moule-là qui, dans les années 2010, va être dupliqué encore et encore, mais avec des Capella, avec ce genre de joueurs-là, quoi. Même aujourd'hui, à la draft, on draft des joueurs très hauts pour ce rôle-là, presque. Et pour moi, c'est vrai que c'est le premier joueur, la première figure de ce rôle-là, qui est finalement le complément parfait d'un attaquant stretch fort avec Dirk Nowitzki, avec en attaque un répertoire limité, mais qui fait du catch and finish, qui est explosif, qui fait des alley-oops, etc. Et qui en défense est un protecteur de panier, et qui en plus, avec le toujours plus d'espace qu'il va y avoir en NBA dans les années 2010, finalement, lui, contrairement à d'autres pivots rim protecteurs un peu plus statiques, lui est capable d'être un peu plus à l'aise dans ce genre d'espace qui continue de grandir, quoi. Donc il y avait cette valeur-là. Après, je me demande à quel point sa défense, alors peut-être pas surestimée, mais en tout cas, elle est pas nécessairement dans les mêmes eaux que le pic en carrière d'autres protecteurs de panier de ce même genre, quoi. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses.
si tu regardes même sur quelques stats avancées sur la décennie en termes de pourcentage de contre ou de choses comme ça, Ouais. il est pas, c'est peut-être pas le dissuadeur qu'on pensait qu'il était, mais il était tellement grand, long que et puis il est plus à son prime aussi. Je pense que c'est ça qu'il faut Oui. dire. Je pense que ce joueur-là, s'il avait été mieux utilisé dans sa période Chicago et en fait c'est Chris Paul qui l'a sauvé, hein. Oui. Un peu Tyson Chandler dans le milieu de la décennie parce qu'il il l'a remis sur les bons rails, mais je pense que c'est peut-être pas le rim protecteur qu'il est qu'on pensait qu'il était dans l'influence, mais c'était quand même une vraie force de dissuasion, vraie force de dissuasion. Je pense quand même qu'il était plus à son pic de qualité athlétique, mais par contre, là où il est devenu très bon défenseur, c'est que peut-être après quelques années dans NBA, il a appris un peu tous les détails de la défense, quoi. Ouais. Le placement, les angles, le timing, etc. Que ça, il avait peut-être pas en sortie de lycée quand il était juste un fric explosif, quoi. Donc, c'est ça. Donc il y a ce côté-là où le début de décennie, on a 5 années où il est un peu l'intersection entre qualité physique pas encore totalement déclinée et ses skills défensifs, quoi, sa technique, si on peut dire. Mais effectivement, c'est vrai que pour moi, c'est pas du tout dans les mêmes eaux que Rudy Gobert dans son prime, que Dwight Howard dans son prime, etc. On n'est pas sur un pivot transcendant défensif comme ça, quoi. Mais quand même, c'est vrai qu'on est sur quelqu'un qui pendant 4-5 saisons avait une bonne valeur, quoi. C'est juste qu'on n'est pas sur l'ultra élite de rim protecteur ou de défenseur, mais on est quand même sur quelqu'un de pas mal. Et les stats avancées, effectivement, disent que c'est pas nécessairement un des tout meilleurs, y compris l'année où il gagne défenseur de l'année. D'ailleurs, l'année où il gagne défenseur de l'année, il est pas dans le All Defense, hein. Enfin, il est pas dans la première All Defense. Ça, c'est toujours c'est marrant. Mais ouais, tu vois, par exemple, j'avais noté en termes de défense, par exemple, effectivement, New York est 5e défense de NBA en 2012, quand il arrive et quand il est défenseur de l'année. Mais ensuite, il est encore là, et pourtant, l'année d'après, ça fait 15e, et l'année d'après, ça fait 23e. 15e sur 30, 23e sur 30 en 2013-2014. Bon, et pourtant, lui est encore là, et lui a encore le même temps de jeu. Donc, il n'a pas ce côté transcendant où il peut élever à lui seul le niveau d'une défense, quoi. Ce côté plafond par la protection de cercle, il a peur de dissuader, ouais, clairement. Et Dallas, c'est pareil. Dallas, la défense de Dallas est 8e quand il est là en 2011. Il s'en va, elle est encore 8e en 2012, quoi. Donc, c'était pas que lui, quoi, je veux dire. Mais quand même, moi, du coup, on peut passer au classement. C'est vrai que moi, je trouvais qu'il était quand même assez valuable dans ce rôle-là, mais il y a un problème de longévité dans la deuxième partie. Toi, où est-ce que tu l'as placé, du coup, à peu près dans notre classement aujourd'hui? Moi, je l'avais entre Barnes et Aminou, mais je pense que je vais l'avoir au-dessus d'Harrison Barnes. Tu le mettrais plutôt au-dessus d'Harrison Barnes? Ouais, je pense. Je pense que je l'aurais entre Harrison Barnes et Gordon Hayward. Ouais, je pense aussi. Moi, je l'avais exactement là derrière Kevin Love. Mais après, moi, c'est vrai que, alors j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais finalement, je me dis que Jrue Holiday, Kevin Love et Gordon Hayward, presque j'ai envie de faire un package et de les remonter encore un peu, ces trois-là. Ouais. Mais effectivement, pour l'instant, je le mettrais derrière Jrue Holiday, derrière Kevin Love et derrière Gordon Hayward aussi. Et donc devant Harrison Barnes. Ok, ouais, je pense qu'on va faire ça. Est-ce que ce classement te va? Ouais. Ok, c'est parfait. Alors, petit quiz pour finir, comme petite tradition. Justement, on parlait de cette fameuse équipe des Knicks qui est très très bonne. 2012-2013, saison 2013, l'année où il passe un tour de playoff sur la décennie. Est-ce que tu es capable de me citer les joueurs de cette équipe qui, pour rappel, a fait 54 victoires sur la saison régulière, qui avait le 6e meilleur net rating de NBA, donc 6e meilleure production collective de NBA, donc c'est quand même pas mal, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça du côté des Knicks. Est-ce que tu es capable de me citer très simplement les joueurs de cette équipe des Knicks 2013? Donc Melo. Ouais, Carmelo. J.R. Smith. Iman Shumpert, ouais. Chris Copeland. Chris Copeland, effectivement. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais je me rappelle de Chris Copeland. Steve Novak, j'allais te le dire, ouais. Ouais. J-Kidd. Jason Kidd est là, effectivement. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'il a eu un pas mal d'impact sur cette équipe, mine de rien. Pour t'aider, alors on a quelqu'un qui était encore là, qui avait un énorme contrat, signé quelques années avant. Amar'e Stoudemire, effectivement. Ouais. On avait un meneur qui était rookie, mais rookie très vieux, finalement. Je crois qu'il avait 36 ans. Pablo Prigioni. Exactement, Pablo Prigioni, c'est son année rookie.
Et on avait encore un autre meneur qui avait connu une première embellie du côté de New York, et changé ensuite à Denver, mais qui était revenu à New York. Raymond Felton. Raymond Felton, effectivement. Donc là, tu m'as cité, je crois que les 10 de la rotation principale. Après, on a quand même on avait du vétéran de chez vétéran. Alors, on avait quelqu'un qui avait été... Kenyon Martin, effectivement. Quelqu'un que j'ai cité dans la comparaison NBADraft.net, qui est sorti de sa retraite, qui était fini à Boston. C'est vrai. Exactement. Rashid Wallace. C'est vrai. 2 ans plus tard, il était sorti de sa retraite pour jouer avec eux. C'est vrai, après Boston. Et puis après, on avait un ailier qui était du côté de Utah, notamment à Chicago, un ailier défensif. Ronnie Brewer était dans cette équipe. Ouais. Et puis, je t'épargne aussi Kurt Thomas, qui était là. Et encore pire, Marcus Camby. Marcus Camby a incroyable. Fait quelques apparitions dans cette équipe. Donc, on était vraiment sur une équipe d'ultra vétérans. Ouais. Avec Carmelo, que des vétérans et des shooters. C'était un peu ça l'idée. C'est ça. Et donc voilà pour cette improbable équipe des Knicks. Donc on peut avancer avec un autre joueur. Passons à JJ Redick, peut-être. JJ Redick que toi tu avais en 5e de ton classement, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Moi également. Du coup on était 10 saisons pour JJ Redick, 15 points de moyenne sur la décennie, 29 minutes par match sur la décennie également. C'est pas mal, hein, 19 minutes par match en moyenne. Plus de quasiment 20 000 minutes par match, on est pas loin du top 30. Et 674 matchs, 29e de la décennie. Pas de récompense individuelle, évidemment. Attention, est-ce que tu es bien accroché à ton fauteuil là ? C'est bon ? Vas-y. La comparaison NBADraft.net, Drazen Petrovic. Voilà. Blanc et shooter, je pense qu'ils se sont arrêtés là. Et du côté de Draft Express, tu sais, parfois ils faisaient aussi des best scénarios et worst scénarios possibles. Pour eux, le best possible, c'était Michael Redd. Okay. Et le worst, c'était Voshon Leonard. Voilà. Donc voilà pour Draft Express, les meilleurs et pires scénarios. Côté surnom, alors on est sur un épisode très très pauvre en surnom. J'en ai trouvé qu'un, et c'est Bubs. B-U-B-S. Est-ce que tu l'as déjà entendu être appelé Bubs ? Non, jamais. Voilà, c'est assez incroyable. Donc au niveau de son parcours, il a déjà 26 ans, mine de rien, au niveau du début de notre décennie. Ouais. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, parce qu'il arrive tard en NBA, quoi. C'est ça, ouais. C'était une star NCAA qui est draftée 2006, mais qui a du mal à s'imposer. Du côté d'Orlando, justement, il fait du 14 minutes par match, 8 minutes par match, 17, 22 sur la décennie d'avant. Donc vraiment du mal à s'imposer malgré son statut de star NCAA. Mais mine de rien, au début de notre décennie, ça va plutôt pas mal, puisque 2011, on est sur 25 minutes par match. Et Orlando est éliminé contre Atlanta au premier tour. C'est un peu un upset du côté d'Orlando. 2012, pareil, 27 minutes par match et upset également, en tout cas éliminé par Indiana. Il faut se souvenir que Dwight Howard était blessé. Ah, c'est vrai. Ouais. Ensuite, 2013, il y a un échange à mi-saison qu'il envoie du côté de Milwaukee à l'époque, contre Tobias Harris notamment. J'ai totalement oublié cet échange. Honnêtement. C'est vrai ? Ouais, je me rappelle pas de JJ Redick à Milwaukee. Bah moi je m'en souviens parce que justement il avait aidé à faire que cette équipe de Milwaukee soit pas mal compétente, et notamment il y avait un jeu de sortie d'écran qui avait été développé autour de Monta Ellis et JJ Redick justement, okay. qui avait une importance assez intéressante de ce côté-là. Et c'est d'ailleurs même la première année, je trouve, où on se dit finalement on a peut-être quelque chose quoi. On a peut-être quelque chose du côté de JJ Redick, alors que ça commençait un peu à plafonner parce que là il doit avoir déjà 27, 28 ans, même un peu plus peut-être. Ouais. Et donc ensuite, notamment Orlando l'échange à Milwaukee pour 6 mois, même pour 3-4 mois, parce qu'en fait il est en fin de contrat. Et donc Free Agency 2013, il signe avec les Clippers de Doc Rivers, qui vient d'arriver également. Je pense que Doc Rivers le signe pour qu'il devienne un peu son Ray Allen. Il aime bien avoir un peu ce joueur pour faire des actions un peu en floppy, des jeux en sortie d'écran. Ouais. Et donc c'est exactement ce qu'il va faire, et c'est du coup c'est là qu'il va être le plus valuable, je pense, du côté des Clippers. 28 minutes par match en 2014, avec, on va pas en parler, mais la fameuse élimination très controversée, un peu injuste du côté d'OKC au deuxième tour. 2015, il est à plus de 31 minutes par match, carrément, et encore une élimination un peu à oublier du côté contre les Houston Rockets, malheureusement, avec ce fameux match inoubliable. Au 3, ouais.
Ouais, exactement. 2016, encore éliminé au premier tour par Portland, alors malheureusement avec des blessures du côté des Clippers. Et 2017, éliminé du côté contre Utah, également au premier tour. Et puis ensuite, c'est toujours pas fini, puisque JJ Redick est toujours valuable. Free agency du côté des Sixers pour l'été 2017. Et donc là, il nous fait 2 saisons très intéressantes du côté des Sixers. Demi-finale de conférence éliminée contre Boston en 2018. Et demi-finale de conférence, encore une fois, éliminée contre Kawhi Leonard sur le fameux shoot de Kawhi, sur qui rebondit 14 fois sur l'arceau. Et puis, fin de décennie, il signe du côté des Pelicans pour être un peu un shooter pour apporter de la variété tactique à côté de Zion Williamson, mais ça ne marche pas puisque Zion notamment est blessé, l'équipe est pas très forte en 2020 et d'ailleurs je crois que c'est la première année de sa carrière où JJ Redick manque le playoff cette année-là, donc pas mal, il a fait les playoffs toute sa carrière. Oui, donc pour passer un peu au profil et à ses performances, c'est vrai que ce qu'on peut dire que c'est un peu un late bloomer, comme ils disent aux États-Unis, où on a eu toute une première partie de décennie, mais même de carrière, où on se dit bon bah c'est sympathique, mais sans plus quoi. Et finalement, il va finir par devenir extrêmement valuable sur les deux tiers de la décennie restante, avec Clippers et Philadelphie. Clairement. Pour un lottery pick, il a un peu le schéma inverse où il commence en sortie de banc pendant 7-8 ans, même le début de la décennie, c'est un joueur de banc, fin Orlando, Milwaukee, et en fait après aux Clippers et à Philadelphie, sur 6 saisons de suite, c'est un des meilleurs shooters de NBA tout en jouant 30 minutes par match, quoi. Ouais. Donc c'est super, et je pense que pour les gens qui ont juste connu JJ Redick dans la décennie 2010, Clippers Sixers, c'est un super élément, tandis que il y avait beaucoup de gens, je pense, qui mis Pierre d'Orlando quand, je sais pas si tu te souviens, il a du mal à avoir le terrain quand il va en finale NBA et tout ça. C'est ça, ouais. C'est vraiment très positif, c'est surprenant et c'est très positif en fait. Ouais. Non mais c'est clair que c'est bien que tu soulignes le temps de jeu parce que justement on est sur un vrai temps de jeu de titulaire quoi. Ouais. Et on n'est pas sur un peu un shooter gadget, je sais pas moi, Bryn Forbes ou ce genre de même Doug McDermott. Hein. On n'est pas sur ce calibre-là. On est sur quelqu'un de effectivement du côté de alors Milwaukee un peu, mais surtout Clippers et Philadelphie, d'ultra valuable, comme tu dis, qui au début de carrière n'arrivait pas à avoir le terrain en playoff, alors que sur la fin c'est un peu le contraire. Hein. On a besoin de sa création de jeu indirect. De par sa gravité de shooter, notamment les combinaisons avec Joel Embiid étaient quand même pas mal du côté de Philadelphie pour apporter un peu de variété et de spacing dans l'attaque des Sixers qui manquait un peu de porteur de balle classique. Donc c'était une manière de créer du jeu indirect mais très valuable, je trouve, et un peu pareil hein, du côté des Clippers où il y avait d'abord un aspect de création de jeu indirect de par ses mouvements, mais même il y avait le côté spacing hein, tout simplement qui faisait que ces équipes étaient viables parce qu'on avait un shooter d'élite comme tu dis. Et pour dire à quel point il était élite, on est sur plus de 6 tentatives par match du côté de Clippers et Philadelphie. Plus de 6 tentatives par match à 42,6%. C'est absolument incroyable. Hein. 42,6% de réussite. Déjà, être à plus de 40%, c'est bien, mais là, c'est l'ultra élite sur un gros volume et sur un gros temps de jeu. Donc je pense que c'est possible qu'on nous dise, mais pourquoi vous l'avez dans le top 100 ou peut-être il mériterait de pas y être ou peut-être qu'on surestime. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il était plus valuable que simplement le shooter un peu gadget, quoi, si on peut dire. Mais clairement, pour beaucoup de gens, je pense les Clippers de Lob City, c'est le trio Chris Paul, Blake Griffin, DeAndre Jordan, à juste titre, mais c'est vraiment le quatrième homme, c'est JJ Redick, hein, entre 2013 et 2017. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il y a peut-être un plafond sur cette équipe, parce qu'ils ont jamais trouvé l'ailier, le poste 3. Ouais. Ils ont essayé tous les vétérans possibles et ça a fonctionné pas. Mais JJ Redick te permettait de pas avoir un spacing trop négatif avec Jordan et Griffin sur le terrain en même temps, parce que c'était pas le Blake Griffin de Détroit qui s'écartait. C'était un Blake Griffin plus proche du panier, mais JJ Redick, en prenant 6 paniers à 3 points par match au milieu des années 2010, c'était ceux qui en prenaient le plus. Hein. Aujourd'hui, il en prendrait, il serait pas dans la moyenne maximale, même si quand même 6 c'est beaucoup. D'ailleurs, quand il va à Philadelphie, il en prend 8 par match. Donc ça prouve quand même que c'est un shooter plus. Mais en fait, il était trop important. Et en fait, je pense que défensivement, on l'a peut-être bas parce que c'est pas le joueur le plus complet en attaque et c'est pas le défenseur le plus coriace. Mais il était pas trop négatif, en fait, je trouve, défensivement.
Ah oui, totalement. Il naviguait bien off-ball, il avait un bon QI. Donc, en fait, c'était vraiment un role player plus dans cette décennie, à son prime, comme on le dit. Ce qui compte, c'est qu'il fait 6 saisons de suite où il est un des meilleurs shooters de NBA et il est titulaire et il joue 30 minutes par match. Et il peut scorer efficacement. Donc, en fait, il y a peut-être une réhabilitation à faire de JJ Redick en réalité. Ouais, et puis tu sais, récemment, on parle beaucoup de Stephen Curry et son style de jeu unique qui fait que ça crée beaucoup plus de choses parce qu'il bouge justement sans ballon, etc. Toute proportion gardée, c'est un peu ça là, avec Redick. Hein. Encore une fois, on n'est pas sur un shooter un peu gadget qui fait un système de temps en temps, quoi. Non. On est sur quelqu'un qui a cette gravité et qui, finalement, tu vois, comparé à, alors pas à tous, hein, mais comparé à pas mal on va dire, de porteurs de balles moyens, je pense que je préfère l'impact et la valeur de quelqu'un comme JJ Redick plutôt que d'autres porteurs de balles qui ne sont pas très bons, quoi. Finalement, ce style de jeu-là, encore une fois, le spacing d'une part, mais aussi cette synergie qu'il était capable de créer dans ses équipes, d'abord aux Clippers, mais ensuite, surtout à Philadelphie, qui en avait grandement besoin. Pour moi, c'est quelque chose de très important parce que les Sixers de 2018 et 2019, sans cette synergie-là que lui était capable de faire, je pense qu'on n'avait pas du tout la même équipe. On n'avait peut-être pas une équipe aussi viable offensivement. Donc pour moi, ça va compter. Et puis ce qui compte aussi, c'est longévité et même aussi le côté playoff. Comme on l'a dit, 2020, c'est la première fois qu'il ne fait pas les playoffs. Et même s'il n'a pas fait des playoffs tout le temps du côté avec des temps de jeu énormes, je veux dire, mais quand même, quoi. Quand même. La période Clippers et Philadelphie, c'était important. Même la dernière année au Pélican, il rate les playoffs. Il joue 26 minutes, il met 15 points par match à 45% à 3 points. Ouais. Sur 6 tentatives. Enfin, c'est pas. Oui, effectivement, c'est l'année où Zion est blessé, il commence pas la saison, ils finissent bien l'année d'ailleurs. Je sais que malheureusement, on est obligé de dire une des années où Zion est blessé maintenant. Oui, c'est vrai. Mais ça reste un joueur viable encore, positif. C'est pas par exemple comme un joueur que souvent je compare un peu les deux, comme Kai Korver, qui lui finit beaucoup plus mal sa carrière en réalité, je trouve. On va dire Kai Korver, quand il part d'Atlanta, donc l'impact est beaucoup moins important, et il galère sur la fin de carrière, Cleveland, Milwaukee, tandis que JJ Redick, franchement, alors à part Dallas peut-être sur la fin d'année, ou alors peut-être qu'il a su s'arrêter au bon moment, c'est aussi une qualité, mais je trouve qu'elle est vraiment sous-évaluée sa décennie. Et du coup, tu l'as classé où ça dans le classement? Du coup, donc je l'ai 5e de notre groupe du jour. Ouais. Donc derrière Tyson Chandler, mais ça aurait vraiment pu être interchangeable. Mais par contre, je l'ai devant Harrison Barnes et devant Al-Farouq Aminu. Oui, moi aussi, effectivement. Et du coup, moi, pour être un peu cohérent à ce que j'ai dit tout à l'heure, j'avais Chandler au-dessus, donc pour moi, les deux sont un peu collés. Ouais, c'est ça. Donc on a, du coup, dans le classement, Al-Farouq va finir 15e, Harrison Barnes 14e, et au-dessus, JJ Redick 13e, et Tyson Chandler 12e, du coup. On est d'accord là-dessus? Ouais, clairement. Ok, alors faisons ça, et pour finir, un petit quiz. Alors, j'avais prévu plusieurs quiz, je savais pas lequel tirer pour lui, mais comme tu m'as dit que tu connaissais pas très bien le Milwaukee de cette époque, que tu avais oublié, du coup, je vais te piéger. Ouais, non, il faut. Kicker dans l'effectif, petit jeu, kicker dans l'effectif sur ce Milwaukee 2013, donc sur lequel il fait 28 matchs plus les playoffs. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de ce Milwaukee 2013? Ah oui, je pense, mais de mémoire, déjà, c'est moche. Même si ça va en playoff. Ça va en playoff, c'est 8e, ouais. Larry Sanders, Monta Ellis. Ouais. Doit y avoir Ersan Ilyasova parce qu'il y est tout le temps. Exactement. Ok. Donc ça, ok, j'ai bon. Donc le meneur titulaire. Le meneur avec Monta Ellis. C'est soit Brandon Knight, soit Brandon Jennings. C'est Brandon Jennings, effectivement. Ok. Donc Brandon Jennings. Tobias Harris, t'as dit tout à l'heure qu'il avait été échangé contre lui. Oui, c'est vrai. Du coup, effectivement, on peut le compter puisqu'il a fait la saison, ouais. Ok. Je disais quelqu'un qu'on a cité dans les comparaisons pour Gordon Hayward sur le côté shooter. Mike Dunleavy. Mike Dunleavy est là, effectivement. Mike Dunleavy. Il y a il y a pas le qui a joué aux Clippers après, le Camerounais. Oui, exactement. Lukemba Amouté. Lukemba Amouté. Effectivement, Lukemba Amouté.
Et après, alors est-ce que tu vas le deviner lui? Alors c'est un ailier plutôt des années 2000, ailier défensif, mais qui est passé par Boston du côté de 2011-2012, il me semble. C'était Marquis Daniel. Marquis Daniels, des Mavericks, avant. On avait un top pick aussi de Golden State, mais qui est venu avec Monta Ellis du côté de Milwaukee. Qui a joué en Europe après. Ouais. Qui était un intérieur défensif. Ekpe Udoh. Ekpe Udoh, qui ensuite est revenu à Utah très très bon défensivement. Exactement. Et puis ensuite, on avait du Beno Udrih pour la main. Oui, il doit y avoir du vétéran. Il y a John Henson peut-être déjà. John Henson, exactement. Ouais. Samuel D'Alembert était là. Doran Lumb aussi était là. Je sais pas Doran si tu te souviens Lumb. Et bien sûr, dans le titre de Kentucky 2012. Drew Gooden était là. Ish Smith était là d'ailleurs aussi. il était partout. Joel Prisbilla aussi pour un nom un peu à l'ancienne. Il y a de l'intérieur vétéran. Ouais. Et puis on avait aussi quelqu'un qui est... Alors je crois qu'il a fait le Real ensuite. Gustavo Ayón. Incroyable, le Mexicain. Exactement. Gustavo Ayón au Real, c'est ça? Exactement, ouais. Il a joué au Real Madrid. Donc très bon joueur en Europe après. Il a joué au Magic avant, je crois, de mémoire. Il me semble, ouais. Et d'ailleurs, il doit faire partie de cet échange, peut-être. Ouais, je pense aussi. Donc, on peut passer à un autre joueur. Je pense qu'on va commencer à monter en gamme, puisqu'on est sur Serge Ibaka. Toi, tu avais troisième, c'est ça, dans ton classement? Troisième, mais vraiment dans un groupe commun avec Gordon Hayward. Ouais, un peu en compétition avec Gordon Hayward pour aujourd'hui. Donc, Serge Ibaka, 10 saisons sur la décennie, 13 points de moyenne, quasiment 30 minutes de jeu par match en moyenne sur la décennie. C'est quand même pas mal. Plus de 21 000 minutes, ce qui est le 17e meilleur total de la décennie, donc incroyable longévité, et c'est même 735 matchs, c'est le 5e total de la décennie. Donc c'est quand même pas mal en termes de longévité et de durabilité. Et on est encore sur la décennie où il n'a pas trop de problèmes de blessures, et puis donc le titre NBA en 2019 avec les Raptors évidemment, et 3 fois en All Defensive First Team, c'est quand même pas rien. Ouais. 2012, 2013 et 2014. Alors, pour les comparaisons NBA Draft, on va rire aussi. Eux, ils avaient parlé de Sean Kemp, du coup, pour Serge Ibaka. Oui. Voilà, alors le côté physique explosif peut-être, mais peut-être pas le jeu qu'il y a derrière. Ouais. Le jeu offensif. Du côté Draft Express, le meilleur scénario possible pour eux, c'était Tyrese Thomas. Bon, voilà. Et puis le worst, c'était Maceo Baston. Est-ce que tu te souviens de Maceo Baston? Le nom me dit quelque chose, mais je connais pas, non. 58e pick de la draft 98. Alors là, voilà, moi ça me dit rien du tout. Pour les surnoms de Basketball Référence, ça y est, on a un peu des trucs de ce côté-là. Alors on a Iblaka, évidemment, pour ses blocs. Alors on en a un, j'ai jamais entendu parler. Mafudzi Chef. Voilà, je sais pas. C'est peut-être parce qu'il fait des émissions de cuisine sur YouTube. Ouais, peut-être, effectivement. Et puis après, on a Air Congo, un peu plus classique, ça on connaît un peu plus, ouais. Au niveau du parcours, alors en début de décennie, il a 21 ans, même si on connaît les blagues à son sujet, ouais. T'as sans doute dû les entendre aussi. Est-ce que vraiment il a 21 ans, vu qu'on voit aussi que la fin de carrière plus abrupte qu'on aurait pu penser à son âge, mais bref. 21 ans en début de décennie, donc, draft 2008, mais il fait 1 an en Espagne avant de rejoindre la NBA. Donc 2011, notre première année de la décennie, il n'est que sophomore NBA, mais un excellent sophomore qui est déjà titulaire à plus de 27 minutes par match et qui est titulaire dans une équipe finaliste de conférence où finalement OKC perdra contre Dallas. 2012, un peu pareil, un final NBA titulaire indiscutable. 2013, pareil, sauf que sur le plan collectif, il y a la blessure de Westbrook au premier tour des playoffs et donc au final OKC ne passera pas le deuxième tour contre Memphis. Ouais. 2014, très très bon, mais OKC tombe contre les Beautiful Spurs et de Parker, Boris Dio, Ginobili, etc., etc. 2015, pas de playoff pour OKC, mais lui est toujours à plus de 33 minutes par match. Lui est toujours très constant, il n'y a pas de problème là-dessus, mais pas de playoff parce que blessure de Kevin Durant, notamment. 2016, il y a la résurgence de OKC, du coup, qui fait finale de conférence contre les Warriors avec la fameuse série où ils mènent 3-1, mais finalement ils perdent. Et lui est toujours pareil, 32 minutes par match, titulaire indiscutable,
etc., etc. Et puis, intersaison 2016, pour le coup, il est échangé du côté d'Orlando. Alors, je sais plus trop pourquoi, mais je crois qu'il voulait plus de responsabilités offensives, notamment. Ouais, puis il y a l'échange contre Victor Oladipo. C'est ça, ouais. Contre Oladipo, contre Sabonis, qui venait d'être drafté 2 semaines avant. Et Ilyasova, d'ailleurs aussi, qui est toujours là, toujours là, comme tu dis. Il y a Sova qui rééchange même pas les 3 mois après contre Jeremy Grant. Ok, Oui, si. oui. Tout le temps échangé, Ilyasova. Mais tu dis ça, mais même Orlando, puisque donc au mois de juin, il trade pour Serge Ibaka, mais quelques mois plus tard, le 14 février 2017, il est rééchangé aux Raptors, du coup. Contre Terence Ross, ouais. Terence Ross, c'est un tour de draft, effectivement. Et puis du côté des Raptors, la première année, playoff a éliminé Toronto, évidemment, contre Cleveland. Et puis 2018 également. Lui, encore une fois, hein, comme d'habitude, 25 minutes par match, titulaire, etc., etc. 2019, on connaît, c'est le titre avec l'arrivée de Marc Gasol en cours d'année. Et même en 2020, pour l'année de la bulle, Toronto est éliminé en demi-finale de conférence contre Boston, mais lui est toujours bon, et même toujours meilleur pour le coup que Marc Gasol, qui commence un peu à être cramé en 2020 sur la bulle. Totalement. Alors que lui est encore, je trouve, très très haut niveau. Ouais. Donc voilà un peu pour sa riche carrière, son riche parcours sur cette décennie. Vraiment un monument de longévité et de assurance touriste, que j'ai un peu envie de dire. Mais voilà, c'est vrai que au-delà de la blague sur son âge qu'on a connu depuis même depuis sa draft, hein, les blagues ou en tout cas les rumeurs sur son âge, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en fait, dès qu'il arrive en NBA et dès le début de notre décennie, c'est quelqu'un qui est très fort d'entrée, quoi. Je pense qu'il est sous-coté historiquement. Ouais. Serge Ibaka. Et en plus, alors je sais qu'il faut pas parler de ça, mais s'il avait pas autant joué à côté de Kendrick Perkins, ouais. Je pense que l'image qu'on aurait et sa carrière serait encore meilleure. Parce que pour avoir été revoir des matchs d'OKC de cette période-là, quand tu m'as dit qu'on parlerait de Serge Ibaka, le spacing est à un niveau historiquement mauvais, quoi. Oui, j'ai revu les finales de conférence 2012. Pourtant, c'est le haut niveau. Hein. Finale de conférence 2012, il n'y a pas de spacing, quoi. C'est incroyable. Et même 2016, ils arrivaient à mener 3-1 contre les Warriors avec André Robertson, avec Steven Adams qui joue 30 minutes. C'est-à-dire que il y a 2 total non-shooters. Westbrook n'est pas en plus un énorme shooter, donc KD doit faire des miracles et il en fait sur le début de série. Et Serge Ibaka, d'ailleurs souvent c'est ce qu'on disait, j'avais l'impression, moi quand j'étais plus petit on disait Serge Ibaka il a changé son jeu, c'est devenu un stretch. Et c'est vrai qu'en fait il y a un tournant en fait. Il y a un tournant à partir de 2014 où il passe de moins de une tentative à 3 points par match à 3. Et ensuite ça devient un joueur qui avait vraiment une bonne arme sur le tir extérieur parce qu'il est à 36% à 3 points sur la décennie. Ce qui pour un joueur de sa taille est vraiment vraiment bien. Donc faut se souvenir aussi par rapport au shoot, juste je rajoute que avant qu'il ait le 3 points, il avait déjà le mi-distance. Et quand on se remet dans le contexte d'époque, c'était déjà le spacing d'époque, quoi. Donc, c'est ça, du pick and pop à mi-distance, ouais. C'est ça, ouais. Donc presque toute la décennie, il a apporté le spacing que les autres pivots d'OKC ne pouvaient pas faire, quoi. C'est ça, totalement. Pour ça qu'il était super important, pour ça qu'il terminait les matchs comme pivot souvent dans le début de décennie à OKC. Et puis la protection de cercle. Enfin, la protection de cercle de Serge Ibaka. Alors, les blocs sont une stat qui a ses limites, mais il est aux alentours de 10% de compte sur une ou deux saisons. Il est plusieurs fois meilleur contreur NBA. Il avait cette capacité à pouvoir switch par moment sur des joueurs un petit peu plus petits. Donc, le front de courte KD, Ibaka était vraiment ce qui permettait à la défense d'OKC. On parlait beaucoup de Robertson, on parlait beaucoup d'autres choses, mais pour moi, ce duo-là permettait vraiment d'être super efficace dans une conférence Ouest qui était ultra dense en plus. Et c'est marrant que tu dis ça parce que j'avais un peu la même idée dans le sens où presque on a oublié à quel point cette défense d'OKC, enfin OKC était une équipe avant tout défensive. Et comme tu dis, on parle beaucoup d'autres joueurs et on oublie peut-être à quel point en fait Ibaka était le meilleur défenseur, quoi. Ouais. Qui avait le plus de valeur parce que protection du panier et tout simplement le meilleur défenseur. Mais enfin voilà, je dis n'importe quoi, mais Utah actuellement, ou en tout cas sur les 5 dernières saisons, tout le monde sait que Rudy Gobert était le meilleur défenseur de cette équipe. J'ai l'impression qu'avec OKC, on s'était moins médiatisé, c'était moins mis en avant le fait que c'était une équipe défensive et que son meilleur défenseur, c'était Serge Ibaka.
C'est moins resté dans les mémoires peut-être. Et pour moi, il y a beaucoup de valeurs que je vais tirer de ça et je vais le valoriser. Être le meilleur défenseur ou le plus important d'une équipe qui était avant tout une équipe défensive, pour moi, ça a beaucoup de valeur parce que c'était une équipe défensive qui ensuite avait deux superstars pour créer de l'attaque presque un peu malgré le mauvais coaching de Scott Brooks, quoi, presque. C'est un peu ça l'idée. Et malgré sa position, entre guillemets, de poste 4, et c'est peut-être ça aussi qui a nuit à son image, mais malgré sa position de poste 4, c'était lui le vrai rim protector de Casey. Il n'y a pas de débat avec Perkins. Il n'y a pas de débat non plus, je pense, avec Steven Adams ensuite. Donc il y a ce côté défenseur ultra valuable. Il y a la longévité assez incroyable. Il y a le spacing, tu en as parlé, à 3 points, mais même au début, un peu à mi-distance. Et puis surtout, excellente valeur en playoff. Contrairement à des Perkins, contrairement à des Adams, même qu'on peut dire, contrairement même à Robertson ou d'autres, vraiment, parmi les intérieurs rim protector de cette décennie, c'est quelqu'un dont la valeur se transposait à 100%, parce que comme tu dis, il y avait à la fois rim protection, le switch, en tout cas la mobilité, parce qu'en début de décennie, le switch, on s'en fichait un peu, mais la mobilité en tout cas, pour survivre, et surtout en fin de décennie, mais il a fait des playoffs en fin de décennie, il était encore mobile et ça passait, valeur donc transposable en défense, et à ça on peut ajouter aussi le shoot, qui faisait que c'était un joueur viable, contrairement à d'autres défenseurs qui sont peut-être très mobiles et très valuable, mais qui n'ont pas le shoot et qui ne sont pas non plus des attaquants très viables en attaque, bah lui, il avait ça. Il avait le shoot, qui n'était pas à un niveau de fou, hein, mais qui était largement suffisant. Et puis le catch and finish, évidemment, à l'intérieur. Donc voilà, un profil très complet, et encore une fois, avec une valeur qui se transpose totalement en playoff à 100%. Donc ça, pour moi, c'est assez important. Et puis pour ajouter aussi peut-être un peu, c'est pas tout et c'est pas parfait, mais c'est au moins un petit indicateur de certaines stats un peu avancées en défense, notamment sur Basketball Index, un site de stats avancées. Ils ont ce qu'ils appellent, alors leur métrique, ils l'ont appelé le LeBron, alors c'est un acronyme pour je sais plus quoi, Luck Adjusted ou je sais pas quoi. Mais bref, donc le Defensive LeBron, une stat all-in-one qui essaie de donner l'impact défensif, il est deuxième en 2011, c'est quand même pas mal, 13e en 2012, 7e en 2013 et 18e en 2014. Donc on a clairement 4 années dans le top 20, voire même 2 sur 4 dans le top 10. Il fait 3 fois All Defensive First Team. Ouais. Je pense que c'est le joueur donc, qui a fait 3 All Defensive First Team dont on parle le moins, j'ai l'impression. Clairement. Donc voilà, pas mal de choses qui font que pour moi, effectivement, je vais l'avoir très haut dans le classement, avec en plus ce truc où son déclin arrive à la fin, après notre décennie, donc ça aide aussi. Ouais, parce que 2018-2019, le titre de Toronto, donc comme tu dis, ils vont récupérer Marc Gasol, il passe en 6e homme, quasiment un peu en sortie de banc. Ouais. Parce que le front de courte, c'était Kawhi, Siakam, Gasol. Mais en fait, il joue encore 21 minutes en playoff, en fait. Ouais. En étant 6e homme. L'année d'après, dans la bulle, il joue 23 minutes en playoff. Il a 51% à 3 points sur 4 tentatives. Je me rappelle de cette série contre Boston, il met tout à 3 points. Dans une pick and pop face au cercle, des choses simples, mais qu'il maîtrisait vraiment. Et en fait, ouais, lui, la décennie, elle est pleine, en fait. Ces 10 années, le bloc de 10 années, il est vraiment très positif. Après, il part aux Clippers, là, on sait pas trop ce que va devenir sa carrière, mais après, on est hors décennie, voilà. Pour son déclin, on est hors décennie, quoi. C'est donc, ça. Mais je trouve qu'en fait, c'est intéressant, l'exercice que tu proposes est aussi intéressant. Pas de réhabilitation, mais de se rappeler qu'il y avait quand même des joueurs dont l'image, et quand on repart sur le profil basket référence, quand on repart voir du contexte, revoir un peu de films, qui sont, et c'est d'ailleurs vrai pour toutes les époques et sans doute pour tous les sports, qui sont totalement sous-médiatisés ou sous-évalués, en fait. Parce que, tu l'as dit, il fait 3-4 saisons élites défensives, mais on part pas de Serge Ibaka comme un des meilleurs défenseurs de la décennie. Ouais. Après, il fait entre 2015 et 2020, il est plus au même niveau. Oui, il est encore très bon, je veux dire. Ouais. Avec, encore une fois, cette transposabilité de son profil défensif qui est hyper intéressante dans une époque où le switch commence à exploser. Ben lui, il est encore là, quoi. Il a plus l'explosivité et l'impact d'élite, d'ultra élite qu'il avait première moitié de décennie, mais deuxième moitié, il est encore au niveau, quoi. C'est pas une chute de niveau, un peu comme Tyson Chandler, hein, d'ailleurs. Donc voilà. Et du coup, dans le classement, tu l'avais mis à peu près à quel niveau ? En fait, je l'avais, c'est assez fou, hein, mais je l'avais devant Garnett, en fait. Ouais. Est-ce que tu l'avais donc entre Joel Embiid et Garnett, c'est ça ? C'est ça. Garnett qui est peut-être mon joueur préféré, mais si on parle de décennie 2010, je pense que j'aurais
j'aurais Ibaka juste derrière le duo Jokic-Embiid, en fait. Et là, c'est vraiment philosophique. Je vais quand même plus sur le prime, le pic de Jokic-Embiid, plus que sur la longévité d'Ibaka. Mais j'aurais Ibaka vraiment très très haut, en fait. Je crois que ça fait 3 intervenants sur 3 dont le joueur préféré est Kevin Garnett. On va voir si la série se poursuit. Bref, non, alors moi je l'avais un peu dans les mêmes eaux. Je crois que j'avais même encore au-dessus. J'avais au-dessus de Joel Embiid, moi, carrément. Parce que, encore une fois, Joel Embiid, attention au biais de mémoire récente à pas prendre en compte le 2021-2022. Et surtout, Joel Embiid, c'est 6000 minutes sur la décennie. Donc, malgré un peu le côté, il est plus transcendant en défense qu'Ibaka. Il est évidemment un go-to-guy offensif pendant 2-3 ans du côté de Philadelphie. Mais pour moi, la longévité, elle est telle que j'ai envie de mettre Ibaka au-dessus. Okay. Je ne mettrai pas au-dessus de Nikola Jokic parce que Jokic a quand même 4 saisons en tant que leader offensif et enfin voilà. Mais moi, je le mettrais entre Jokic et Embiid. Okay. Je sais pas si ça te va. Ouais, bah, bien sûr. Ou est-ce que c'est pas y a rien de choquant là-dedans. Encore une fois, Joel Embiid est un joueur d'un tiers de la décennie en réalité. Ouais. Et même Jokic, c'est une moitié, quoi. C'est une moitié transcendante. Mais Jokic, c'est la moitié. Pour moi, Embiid, c'est un tiers. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est un peu l'argument. Ouais. Et alors, pour Kevin Garnett aussi, hein, c'est. Exactement. Garnett, il a 2-3 saisons de très haut niveau, mais malheureusement, ça chute très très bas assez vite, quoi, finalement. Ouais. Donc, on va le mettre là, du coup, après Nikola Jokic. Donc, ça serait pour l'instant 1, 2, 3, 4, 5e pour l'instant. Mais je pense qu'on va peut-être insérer quelqu'un d'autre plus tard. Et donc, on finit rapidement sur un mini-quiz. Alors, pour le coup, c'est un quiz. Nous sommes qui est sur le terrain. Donc, tu vas me citer des joueurs qui sont sur le terrain. Okay. Nous sommes le 17 décembre 2014. C'est un poster dunk de Rudy sur notre ami Serge Ibaka. Okay. Pour le coup, c'est pas dans le bon sens pour lui cette fois. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui sont sur le terrain au moment du dunk de Rudy sur Serge Ibaka? Mais c'est Rudy avec Toronto ou Sacramento? C'est Sacramento. Ouais. Sacramento contre OKC. Ok. Ouais, donc déjà, bon, OKC. Facile. Ouais, Russell Westbrook, ouais. Kevin Durant. Ouais. Pivot classique aussi. Hein. Perkins. Voilà, le 4e larron, ça doit être Kevin Martin. Non. Peut-être pas, non, il est en sortie de banc. Alors, c'est quelqu'un qui a fait partie de l'échange de James Harden. Ok, Jeremy Lamb. C'est Jeremy Lamb, effectivement. Jeremy Lamb. Et alors, côté Sacramento, oula, alors là... Là, on va s'amuser. Ouais, parce que de mémoire, c'est moche. Ouais. Alors, si tu veux, je vais t'aider. On a Rudy Gay, évidemment. On a un top pick. DeMarcus Cousins, déjà. DeMarcus Cousins n'est pas sur le terrain. Ok. Donc, c'est là où je suis un peu Donc, il y a Jordan Thompson, peut-être. Jason Thompson n'est pas là. Thompson, okay. Non, il n'est pas là. Puis je me trompe de nom. Par contre, on avait quelqu'un donc drafté très haut en 2013. Oui, Ben McLemore. Ben McLemore, effectivement. On avait un autre quelqu'un qui a drafté très très haut, mais pas par Sacramento, par Minnesota. Derrick Williams. Derrick Williams est sur le terrain. Il était déjà dans des projets de relancement de Derrick Williams. Exactement. Je crois qu'on était un an après son échange d'ailleurs. Alors, il n'y avait pas Jason Thompson, mais il y avait un poste 4, un peu défenseur, effectivement, alors qui est passé par Brooklyn, qui a une énorme barbe, qui avait des très longs bras. J'adore. Comment il s'appelle? Reggie Evans. Reggie Evans, effectivement. Le rebondeur fou. Ouais. Qui, tous les matins, il devait manger 5 kilos de viande crue et de la Red Bull. Il n'y a pas Isaiah Thomas? Non, il n'y a pas Isaiah Thomas, parce que ça, la saison 2014-2015, il a Phoenix, mais donc c'est son remplaçant. Quelqu'un qui était, alors il a fait pas mal d'équipes, et je crois que là ça fait 2-3 ans, il a arrêté très jeune, et il a arrêté pour des raisons religieuses, je crois. Et oui, Darren Collison, effectivement. Donc sur le terrain, Rudy Gay, McLemore, Derrick Williams, Reggie Evans et Darren Collison. Quel spacing incroyable. Superbe équipe de Sacramento, et bon, effectivement, DeMarcus Cousins c'est sur le banc. Il y a peut-être déjà même sur le banc Cousins, Fredette, Toscas et compagnie. Oui, effectivement.
Et donc, on passe au plat du jour, à notre joueur un peu star. Je pense que tu l'as comme moi numéro 1, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Et ça me paraît un peu logique vu la QV d'aujourd'hui. Donc, Kyrie Irving, évidemment, 9 saisons sur la décennie, puisqu'il est la draft 2011. 22 points par match en moyenne, 5,7 assists par match en moyenne sur la décennie, plus de 34 minutes par match sur la décennie. C'est dans le top 20 des minutages par match, 34 minutes par match. Et sur le minutage global, il y a quasiment 18 000 minutes, c'est 59e de la décennie, et 528 matchs, 131e total. Champion 2016 avec Cleveland, évidemment, avec l'action la plus importante de la décennie. N'en déplaise aux fans du blog de LeBron James, je taquine. 6 fois All-Star, évidemment, mais surtout 2 fois All-NBA, une fois dans la deuxième équipe en 2019, donc ça c'était du côté de Boston, et une fois dans la troisième 2015 du côté de Cleveland. Et puis donc NBDraft.net, pour eux, c'était un mélange entre Mike Conley et Chris Paul. Bon, ouais, peut-être un peu, mais bon. C'est pas leur pire. C'est pas leur pire du jour. On peut dire ça comme ça. Au niveau des surnoms, Uncle Drew, évidemment. Pour les plus jeunes qui connaissaient pas, allez voir, alors non pas le film, allez voir la série de pubs qui était assez sympathique. Uncle Taker aussi. Tu l'as déjà entendu être appelé Uncle Taker? Ah non, mais il est incroyable ce surnom. Ah, donc toi, tu l'as vraiment entendu celui-là? Non, je l'ai pas entendu, mais il est incroyable par contre. Ouais. Uncle Taker. La bise à Brandon Knight. Hein. Encore une fois, tapez sur YouTube, Kyrie Irving, Brandon Knight. Ouais, dans un match rookie sophomore. C'est ça, ouais. Et je crois que l'année d'après, ils avaient voulu faire pareil. Tim Hardaway Jr. et Dion Waiters, c'était la version un peu low cost du duel. C'est ça. Bref, autre surnom, World B Flat. Bon, voilà. Draft Express disait le meilleur scénario, c'était Deron Williams. Bon, ok. Et le pire, ils avaient mis un rich man, Eric Maynor. Donc un Eric Maynor du riche. Bon, voilà. Bref. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu fasses ce genre d'exercice pour toutes les décennies. Comme ça, les gens pourront se dire Deron Williams, c'est pas si mauvais que ça. Deuxième fois d'affilée qu'on cite Eric Maynor dans le top 100, dans nos épisodes du top 100. C'était pas prévu, bref. Son parcours, alors il est très connu, hein, comme toutes les stars, son parcours est très connu, on va essayer d'aller un peu rapidement. First pick 2011, donc du côté de Cleveland, évidemment. 2012, pour sa première année, donc année rookie, il est déjà à plus de 30 minutes par match, 18 points, 5 passes. Et déjà, on sentait que, en fait, on avait une star dès le début, quelqu'un qui arrivait très tôt, très fort. 2013, 34 minutes par match, plus de 22 points, 6 assists, mais malheureusement, Cleveland est toujours nul. 2014, pareil, même si, alors, il a un peu une panne d'efficacité, mais rien de très grave. C'est l'année où Cleveland essayait un peu de faire un push pour aller en playoff avec le trade de Lou Holding, notamment en cours de saison. Ouais, il est MVP du All-Star Game, même. MVP du All-Star Game, c'est vrai. Mais ça marchera pas pour les playoffs. Après, Free Agency 2014, un peu intéressant, puisque là, il signe sa prolongation de contrat. Très très cher, et c'est que ensuite que LeBron annonce qu'il revient à Cleveland. Donc voilà un peu de drama. Hein. Lui, il avait signé pour prolonger avant de savoir que LeBron venait, mais je pense qu'il était quand même content. Et puis 2015, on connaît la blessure au game 1 des finales, malheureusement. 2016, le titre avec ce shoot pour la légende dans le game 7. Je crois qu'on peut pas faire mieux qu'un game winner dans le game 7 des finales contre la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire. C'est difficile de faire plus. 2017, le Cleveland historiquement bon en attaque. Mais malheureusement, Kevin Durant et les Warriors seront trop forts en finale. Le trade ensuite, du côté de Boston, parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il avait bien senti que LeBron allait se barrer et le laisser dans un champ de ruines, donc un peu en anticipation, il a demandé un échange. Moi, je lis un peu comme ça la situation. Échange contre Isaiah Thomas, évidemment. Et puis Boston 2018, excellente équipe, mais il est blessé et donc il fait pas les playoffs. Et puis 2019, c'est la fameuse année où Boston est encore très bon. Hein. Ils sont dans le top 4 à l'Est et dans les 4 prétendants pour aller en finale, pour moi, à la conférence Est. Mais il y a tous les problèmes internes où notamment des Jalen Brown et Terry Rozier qui sont pas contents parce qu'ils ont plus autant de temps de jeu qu'avant. Ouais. Et donc voilà, ça s'écrase un peu contre Milwaukee en demi-finale de conférence. Et puis 2020, trop rien à dire puisqu'il signe du côté de Brooklyn, mais il fait à peine 20 matchs. Donc un peu à oublier cette dernière année. Bref, je sais pas, carte blanche un peu pour toi. Quelles sont ses meilleures années, quelle est sa valeur globale? Enfin voilà, carte blanche sur Irving. Je pense que l'exercice que tu as mis en place, qui est strictement terrain-performance, profite à Kyrie Irving en fait parce que ça enlève tous les discours, tous les débats hors terrain, tous les
les, les choses de legacy et tout ça. Ouais, Parce que le son joueur, image en plus, ouais. voilà, le joueur en lui-même, sur les 9 années de la décennie, c'est un des, c'est un des 5 meilleurs points de garde de la ligue, je pense, Ouais, sur la décennie. C'est un joueur qui, euh, son pic en playoff, donc pour moi, c'est 2016 et 2017. On ouais. oublie souvent. La saison 2007, ils perdent contre les Warriors de KD, mais c'est une équipe historique, Cleveland. C'est un joueur qui a 26 points de moyenne en playoff, qui affiche des taux d'usage à 30% et à quasiment 58% de true shooting en playoff. Ouais. Donc c'est assez incroyable. Moi, ce qui m'a toujours vraiment a fait halluciner chez Kyrie, c'est l'efficacité qu'il avait sur le nombre de pull-ups qu'il prenait et sa capacité en plus à être extrêmement habile au cercle pour finir, peut-être un des extérieurs les plus incroyables de dextérité à la finition au panier. Ouais. À la fois pour aller au panier, c'est un magicien, mais même à la finition, c'est aussi un magicien, quoi. C'est incroyable ce combo, quoi. C'est ça. Et en fait, si on regarde, bah, pour moi, au début, c'est un scoreur, c'est un fort scoreur de mauvaises équipes. Les Cleveland n'est pas très bon. En plus, ouais, comme Eward tout à l'heure, hein, il n'est pas méga aidé parce que draft Cleveland dans une équipe parce que dans l'équipe ça doit être son équipe et on lui met Thompson, Dion Waiters, c'est pas incroyable. Et ensuite les saisons avec LeBron et les 2 saisons à Boston en termes de saison régulière, elles sont élites. C'était un des meilleurs attaquants sur les postes extérieurs de la ligue. Strictement terrain, c'est un joueur dont l'impact sur la décennie est grand. Alors, pour commencer un peu par le négatif, parce qu'il faut bien, parce que c'est un de mes joueurs préférés, donc je vais essayer de pas trop surcompenser, mais tu vas pas m'aider parce que toi aussi tu l'aimes bien. Donc. Je l'aime bien. Ouais. Non, alors, j'ai quand même l'impression, puisqu'aujourd'hui on calcule les performances, on essaie de mesurer la valeur sportive cumulée, j'ai un peu l'impression qu'il a un peu underperform, quoi. Il a un peu sous-performé par rapport à son talent pur et son niveau de jeu qui était incroyable. Ouais. Mais au final, j'ai l'impression qu'on aurait pu avoir mieux, quoi, finalement, et c'était même pas forcément que de sa faute, quoi, parce que au début à Cleveland, il est très fort d'entrée, mais sauf que comme tu dis, l'équipe était nulle, quoi, donc pas tant de valeur que ça sur les premières années où c'est un go-to guy d'une mauvaise équipe finalement. La période avec LeBron, excellentissime, mais c'est même peut-être là où il y a quelques problèmes de blessure, mais bon, à la limite, passons. Et ensuite, il y a les problèmes, non pas de blessure, mais alors il y a un peu de blessure à Boston, mais aussi de relationnel, quoi. Avec, il y a un peu un côté Olympique Lyonnais, j'ai l'impression à l'époque à Boston où tu sais les jeunes du club, ils veulent virer les mecs, les stars qui viennent leur prendre du temps de jeu. Ah Quoi. ouais. Le run de playoff de 2018, ça leur a donné des ailes. C'est Hein, ça, ouais. Alors heureusement, depuis Jalen Brown est devenu très fort, donc ça va, mais bon bref. Donc ouais, j'ai un peu l'impression qu'il aurait pu faire mieux, quoi, et pour des blessures, pour une question de contexte au début, etc. Donc c'est un peu dommage. Mais après, c'est vrai que comme tu dis, il y a tellement de points qui vont le mettre très haut, quoi, finalement. Il aurait pu faire partie, je pense, à terme, potentiellement du top 5 de la décennie, mais pour moi, il va pas y être, évidemment. Mais il avait ce niveau-là, ce talent-là, etc. ouais. Mais c'est pas ce qu'on mesure aujourd'hui. Et pour le coup, c'est vrai quand même que il y a le côté porteur de balle principal, même si je pense qu'on l'a jamais vu finalement être le go-to guy un peu héliocentrique, un peu transcendant. Il était peut-être pas au niveau de James Harden par exemple, qui pouvait à lui seul, ou même Russell Westbrook, soulever le niveau d'une équipe. Mais par contre, le gros avantage de son profil, c'est d'une part efficacité de malade mental, ça c'est clair et net, et dès sa saison rookie. Hein. En termes, il a 107 de throw shooting plus, donc plus 7% d'efficacité par rapport à la moyenne sur un gros volume. En tant que rookie, ça n'existe pas. C'est incroyable. Et puis ensuite, il fait des saisons de fou par la suite. Je ne vais même pas les citer tellement c'est. Enfin, voilà. Toujours en usage entre 28 et 32%, donc toujours en usage, un volume de responsabilité de star sur toute la décennie. Donc il y a ce côté gros volume, efficacité, mais aussi, et ça va compter pour moi, c'est le côté, finalement, ça peut être un porteur de balle, balle en main, proactif, mais ça peut aussi surtout être quelqu'un qui, de par son shoot, optimise un autre porteur de balle. Et ça, c'est vachement important. C'est ce qu'on a vu avec LeBron, notamment. Et lui, optimiser LeBron comme LeBron ne pouvait pas l'optimiser quand c'est lui qui avait la balle. Donc, il y a ce côté-là. Il y a tout
l'impact en playoff, comme tu l'as rappelé, où il a performé au plus haut niveau face à des défenses d'élite. Hein, je veux dire, ce qu'il fait contre les défenses des Warriors, c'est quand même assez fou, quoi. Notamment le 2016. Faut pas trop, on va essayer de pas trop surévaluer une campagne de playoff, mais quand même. 2017, c'est une grosse campagne aussi. Hein. 2017 aussi, ouais, c'est vrai. Mais même 2015, hein, je veux dire, il se blesse au premier match. Le premier match est fantastique, quoi. Ouais. Et ce que je trouve, alors pour finir aussi, j'aimerais bien avoir ton avis. Je l'ai toujours trouvé un peu sous-estimé par le grand public d'un point de vue à la fois passing, mais aussi défense. Ah, c'est vrai que en fait, c'est un joueur qui est tellement habile balle en main et que les gens aiment tellement regarder pour son handle, sa facilité balle en main, que ça va toujours être la première chose qu'on met en avant plutôt que d'autres aspects de son jeu. Je pense que et donc en fait, on parle jamais, c'est comme pour d'autres joueurs, je pense, historiquement, on parlera toujours on parle jamais de LeBron comme un des meilleurs scoreurs de tous les temps, alors que c'en est un. On parle plutôt quand t'es spécial dans un ou deux domaines, on va toujours mettre ça en avant, je pense. Ouais. Il y a une espèce d'image qui ressort avec une qualité, quoi. C'est ça. Et la qualité qui est vue de Kyrie, c'est quoi? Le handle, la facilité balle en main, la dextérité, même la beauté du jeu, la pureté. Alors qu'en fait, les campagnes de playoff 2015, 2016, 2017, il défend. Il défend bien sur le point of attack. Parce que allez voir ce match 1 contre Stephen Curry au final 2015. Alors c'est pas l'élite, hein, mais c'est très bon, quoi. Ouais, c'est vraiment très bon et le passing est bon, pas dans le. Et aussi, je pense que le passing est un peu sous-évalué parce qu'il a jamais été l'attaquant angulaire d'une attaque héliocentrique. Ouais. Peut-être. Ouais. Donc peut-être que les chiffres sont pas gonflés parce que quand il a à Cleveland, LeBron gère pas mal la création. Quand il est à Boston, il y a Horford, il y a Smart, il y a Hayward, donc il y a un passing très développé. Et là, oui, puis Brad Stevens ne veut pas non plus en faire son meneur hélicentrique. Exactement. Donc, et à Brooklyn, on lui amène Harden, même si c'est plus dans la décennie qu'on lui amène Harden. Donc ça a jamais été la pierre angulaire d'une attaque héliocentrique. Donc ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais je pense pas qu'il pouvait l'être. Non, en vrai. Je pense pas qu'il pouvait faire comme Harden, quoi. Les saisons de Harden où il est tout seul, il tire l'équipe. Donc ça c'est vrai. Mais par contre, c'est pas qu'un scoreur, quoi. Et dès le début, en fait, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas le volume à la passe, qui va faire 10 000 actions, mais c'est quelqu'un d'extrêmement cérébral et qui comprend le jeu, qui fait des superbes passes, des superbes lectures, même si c'est pas un mec qui va être à 10 assists par match, quoi. Et là-dessus, je trouve ça toujours un peu sous-estimé, ce côté-là. Et puis la défense, malheureusement trop irrégulier, ça c'est vrai, mais quand même pas aussi catastrophique qu'on a pu le dire. Et voilà, il y a des moments où on s'est un peu moqué de lui parce que je crois que c'est des playoffs 2019 où il veut défendre au poste bas contre Antetokounmpo et tu dis bon bah oui, c'est n'importe quoi, mais ok, mais à part ça, à part ce genre de truc un peu loufoque, c'était quelqu'un d'irrégulier mais qui sur les playoffs, sur des passages où il était un peu concentré, on n'était pas sur Trion, quoi, je veux dire. On était sur quelqu'un de compétent et très compétent, quoi. Du coup, comment est-ce que tu l'as mis dans le classement? Je vérifie, mais je crois que je l'ai deuxième. Ouais. Donc entre Kevin Durant premier et Kyle Lowry. Ouais, je l'ai deuxième et pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. Dans ma tête, en tout cas. Ouais. Non, mais je l'ai mis là aussi. Je me demandais à quel point au début j'allais faire un duel avec Kyle Lowry. Mais finalement, alors je sais pas, peut-être, hein, si quelqu'un vient m'argumenter que oui, je pourrais être convaincu, mais quand même, quoi, parce que en termes de, déjà, il y a de la longévité, il n'y a pas un écart de fou entre les deux, donc ça, tu peux pas dire il a été plus fort, mais c'est sur un plus petit échantillon, alors que Lowry a été moins fort, mais sur plus gros. Mais c'est surtout que les hauts de Irving ont été plus hauts que les hauts de Kyle Lowry, peut-être, si on peut le formuler comme ça. Ouais. Clairement. Et même là, parce que Lowry a été très valuable en défense, mais je pense que le surplus de création de Irving est plus valuable que le surplus de défense de Lowry, peut-être. Mais je me trompe peut-être, mais en tout cas, aujourd'hui, on est d'accord, on va le positionner là, du coup. Donc, Kevin Durant numéro 1, Irving numéro 2, et Kyle Lowry numéro 3, c'est ça? Ouais. Et si je continue le classement, Parker numéro 4, du coup, Nikola Jokic numéro 5, numéro 6, on a Serge Ibaka, numéro 7, Joel Embiid, numéro 8, Kevin Garnett, numéro 9, Jrue Holiday, numéro 10, Kevin Love, numéro 11, Gordon Hayward, numéro 12, Tyson Chandler, numéro 13, JJ Redick, et puis on finit par Harrison Barnes 14 et Alfaro Camino
15e. Donc voilà pour le classement. Ah bah tiens, j'ai oublié le quiz quand même. Avant, on va quand même finir par le quiz. C'est un qui joue ce match. Ok. Donc tu vas devoir me citer les joueurs de l'équipe qui jouent ce match, donc pas que les joueurs sur le terrain. C'est le fameux match de Kyrie Irving, 57 points contre les Spurs. Nous sommes le 12 mars 2015. Est-ce que voilà, match en prolongation, il met des buzzer beaters. Je crois qu'il met genre 9-3 points sur 12 ou un truc comme ça. C'est Irréel. C'est assez fou. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de Cleveland sur ce match-là? Bien sûr. Alors, donc il y a LeBron, il y a Kevin Love, il y a J.R. Smith. Ouais. Je pense. Il doit y avoir Tristan Thompson. Ouais. Anderson Varejao. Varejao, non. Ok. Iman Shumpert. Iman Shumpert, effectivement. Est-ce qu'il y a déjà l'armée de vétérans ramenée par LeBron, type Mike Miller, James Jones? James Jones est là, effectivement. L'actuel GM de Phoenix est par là. Ouais. Della Vedova. Della Vedova est là. Deuxième citation dans ce podcast. Ouais. Et on a un dernier assez facile, quelqu'un qui un jour, dans un match d'après TNT, a pris 94 rebonds. Un pivot passé d'abord par les Knicks, ensuite par Denver, ensuite Cleveland, ensuite Cassini. Ah, Mozgov. Timofey Mozgov, effectivement. Mais oui, il est là, il prend énormément d'argent après. Ouais, exactement. Du côté des Lakers, je crois. Mais 2015, autant 2016, c'est plutôt l'année de Tristan Thompson. 2015, c'est encore celle de Mozgov. Hein. Ouais, même clairement. sur les finales, il est beaucoup plus important que Thompson sur les finales. Mais bref, voilà pour cette équipe. Bon, quiz assez facile, hein, puisqu'elle est quand même assez connue, cette équipe de Cleveland. Je pensais pas que tu trouverais James Jones. Mais si, parce que quand il y a LeBron, il y a James Jones, en fait. Oui, c'est vrai. Dans la décennie. Oui, comme tu dis, il avait ramené des directs Mike Miller et James Jones. C'est ça, qui était avec lui à Miami avant, qu'il avait aussi ramené très tôt dans sa période Miami. Donc, ouais. On dirait Rudy Garcia qui, partout où il va, il ramène ses anciens joueurs. Soit de la Roma, soit de Lille. Kevin Strootman. Ouais, ou Gervinho qui l'amenait partout. Enfin bref. C'est vrai. Bref. Ok, donc voilà un peu pour Irving. Voilà pour le classement aussi que je vous ai cité tout à l'heure. On est pas mal. Merci beaucoup en tout cas, Alan, d'être venu avec moi. Merci à toi, c'était un plaisir. Merci et on te souhaite bonne chance évidemment, NCA. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour notre top 15 pour le moment. Encore une fois, je vous renvoie vers le Discord où on discute continuellement de cette saga et du classement actuel. Pas mal de discussions se passent de ce côté-là entre les intervenants, moi-même et vous les auditeurs, donc rendez-vous sur le Discord. Et nous, de notre côté, pour la prochaine fois, on va un peu alterner. Et la prochaine fois, on se retrouve pour un épisode stat de la saison 2022, mais un peu particulier, vous allez voir, puisque ce sera un épisode spécial Boston Celtics 2022. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci à Alan d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.